La vidéo précédente concernant les cellules se terminait par les notions, mais on n'a pas eu le temps d'y insérer les schémas. Donc on revient à notre schéma sur 3 pages. On avait déjà notre cellule présentatrice d'antigène au centre. On va y mettre du côté droit un lymphocyte T CD8 avec son récepteur qui reconnaît à la fois l'antigène et le CMH, donc complémentaire des deux. Puis la phase de sélection, donc la partie gauche vous avez déjà, la partie centrale vous laissez vide pour l'instant. Cette phase de sélection consiste en la sélection des lymphocytes T CD8 qui ont le bon récepteur complémentaire avec la double complémentarité du CMH et de l'antigène. Ensuite, il y a, comme pour les lymphocytes B, une multiplication par mitose successive, donc avec un S, et une différenciation qui va se faire cette fois en lymphocyte cytotoxique, c'est-à-dire que la cellule ne change pas de franchement de forme, mais elle fabrique dans son cytoplasme des perforines et ensuite la phase effectrice, sécrétion des perforines. Donc les cellules explosent. On a donc tous des débris cellulaires qui vont être ingérés par le phagocyte, digéré et donc élimination du pathogène. Voilà ça en plus grand. Ce qui nous amène à poser la question, on l'a noté précédemment, comment l'organisme peut-il reconnaître une grande diversité d'antigènes? On cherche donc en grand B l'origine de la diversité des récepteurs lymphocytaires, que ce soit les anticorps sur les lymphocytes B, que ce soit les récepteurs T sur les lymphocytes T. On envisage donc d'abord la diversité des anticorps, et là on a un paradoxe, c'est que l'on a seulement 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes, et on a une infinité d'éléments étrangers que l'on peut reconnaître. Donc le nombre de gènes sur ces chromosomes est estimé à environ 21 000, alors que le nombre d'anticorps, il est quasiment infini. On vous demande donc de rédiger un texte illustré de schéma expliquant comment ces protéines peuvent être aussi diversifiées tout en évitant de s'attaquer aux cellules de l'organisme. La notion correspondante, la réaction immunitaire adaptative, doit prendre en compte une grande diversité d'agents pathogènes, mais aussi leur variabilité, parce qu'un virus, ça mute par exemple, et leur évolution au cours du temps. Cela soulève donc un paradoxe, c'est la notion vue ici. Pour lutter contre cette immense diversité d'agents immunogènes, elle devrait donc mettre en jeu beaucoup plus de gènes que n'emporte le génome humain. Alors on va pouvoir répondre à ça en comprenant comment se forme un récepteur de lymphocytes et notamment un anticorps. On a ici un argument à l'aide de cellules embryonnaires. On voit, grâce à cette expérience, que si on place une cellule d'un embryon de souris qui ne fabrique pas d'anticorps avec une tumeur à lymphocyte B de souris qui fabrique une chaîne légère spécifique, eh bien, on découpe l'ADN et on sépare ces fragments d'ADN par électrophorèse, comme vu précédemment, donc grâce à un courant électrique qui va séparer les éléments suivant leur charge. Eh bien, on constate que les séquences codantes de la région C et de la région V, qui sont normalement séparées, vont se retrouver ensemble sur le même fragment.
ce qui veut dire que lors de la maturation des lymphocytes B, il y a réarrangement de l'ADN, c'est-à-dire des recombinaisons de segments de gènes qui codent pour les parties constantes, il en faut pas trop celles-là, mais aussi pour les parties variables des chaînes lourdes et légères. C'est ce que l'on voit ici. En fait, une portion d'ADN, c'est porté par le chromosome 14. On a différents gènes V, différents gènes D, différents gènes J, qui sont les mêmes gènes, et différents gènes C, pardon, et qui sont les mêmes gènes pour une autre cellule souche qui est issue de la moelle osseuse. Après cette maturation, il n'y aura plus qu'un gène V2 ici, V4, D3, J1 je crois et J1 et J3 pardon, plus le fragment C pour la partie constante, ça reste toujours pareil. Alors qu'ici, on a V1, V3, D1, L, J2 pardon et J4. Et donc ça va faire des anticorps à parties variables différentes, puisque la séquence d'acides aminés sera différente pour constituer l'extrémité de ces anticorps. Donc une multitude de combinaisons possibles du coup, et une multitude de lymphocytes B et donc de plasmocytes, puisqu'ils dérivent des lymphocytes B, capables de produire alors une infinité d'anticorps. On a ici un tableau qui nous donne pour la chaîne légère le nombre de segments V différents. Vous voyez 40, pas de segments D pour la chaîne légère, et nombre de segments différents. Au final, on n'en aura que 5 parmi ces 40. Pour la chaîne lourde, encore plus, 51 et 27, 6 segments différents au final parmi ces 78. Donc, beaucoup de combinaisons possibles. Donc, des mécanismes particuliers engendrent des combinatoires immenses de gènes et de protéines, du coup, composites, notamment dans le cas des anticorps, recombinaisons de segments de gènes exprimant les parties constantes et variables des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines, et d'autre part un assemblage des chaînes lourdes et légères qui va pouvoir aussi être différent. Vous avez ici un texte intéressant qui nous dit qu'environ 50 millions de lymphocytes B immatures sont produits par jour dans la moelle osseuse, la moelle qui est à l'intérieur de nos os. Cependant, seulement 5 millions de lymphocytes B matures circulent dans l'organisme. Pourquoi? Eh bien parce que un des dangers pour l'organisme, c'est que les cellules qui sont censées reconnaître des éléments étrangers ne reconnaissent pas des éléments étrangers, mais reconnaissent les cellules de l'organisme. Or, il ne faut pas éliminer les cellules de l'organisme. On parle donc de molécules du soi, et donc les lymphocytes B vont aller à l'école en quelque sorte pour tester leurs anticorps. Et donc les cellules qui ont un anticorps qui reconnaissent les molécules de l'organisme, les molécules du soi, vont être éliminées. C'est 10%, hein. 5 millions sur 50 millions, ce qui est quand même énorme. Donc en 1989, les scientifiques ont cherché à expliquer les mécanismes à l'origine de la sélection des lymphocytes B immatures éliminés. Donc vous pouvez noter que le risque, c'est la reconnaissance des propres molécules de l'organisme, et donc il y a élimination des lymphocytes qui réagissent avec les molécules du soi après un test dans la moelle osseuse. L'expérience en question, ils ont réalisé 2 lots de souris, un lot témoin, ça c'est un peu tôt, et un lot de souris transgéniques dont l'expression des molécules membranaires des cellules de moelle osseuse est modifiée, c'est-à-dire que les cols ne fonctionnent pas. Ils n'expriment pas la molécule K, qui est la molécule du soi, et vous voyez que du coup, notre lot témoin ne
reconnaît pas les lymphocytes matures qui portent des anticorps anti-K. Par contre, le lot A, sur lequel on a modifié par transgénèse l'expression de la molécule K, eux, ils reconnaissent et ils vont fabriquer des anticorps, donc c'est pas ce qui est souhaité. Donc dans la diversité produite, une première sélection élimine ce qui est incompatible avec le soi, évitant des réactions immunitaires qui se déclencheraient contre les parties saines de l'organisme. À noter toutefois que certaines maladies, que l'on appelle auto-immunes, font intervenir des anticorps ou des lymphocytes T qui reconnaissent les propres cellules de l'organisme. Il y a une erreur à l'école. C'est notamment le cas du diabète de type 1 qui attaque le pancréas des enfants qui en sont atteints. C'est pas tout à fait un dysfonctionnement de cette élimination, c'est parce que les cellules de leur pancréas ont été soumises à un virus et donc le corps fait son boulot. Il élimine les cellules qui sont attaquées par un virus et c'est pour ça que les enfants deviennent diabétiques et doivent s'injecter de l'insuline, etc. à voir ensuite en terminale. Vous avez ici un schéma qui est intéressant, je vous conseille de le copier dans votre cours. On a donc des segments de chaîne légère, des segments de chaîne lourde, des réarrangements génétiques qui donnent une combinaison originale de segments pour la chaîne lourde, pareil pour la chaîne légère, ce qui donne un lymphocyte B original au niveau de l'anticorps qu'il porte. La maturation va l'amener soit à réagir avec l'organisme, dans ce cas-là, la cellule est détruite, on parle d'une mort par apoptose, c'est-à-dire mort cellulaire programmée, ou alors il ne réagit pas avec l'organisme, il est alors libéré dans le sang et dans la lymphe. Après la diversité des anticorps, la diversité des récepteurs T, eh bien, ça se produit de la même façon. Il y a maturation des lymphocytes T CD8 grâce à des recombinaisons de segments de gènes qui codent à la fois la partie constante et la partie variable du récepteur T du lymphocyte. Mais ceci se passe pas dans la moelle osseuse, mais dans le thymus, d'où le nom de lymphocyte T, parce que maturation dans le thymus, alors que les lymphocytes B ont maturation dans la moelle osseuse, bone, en anglais. Il y a donc une sélection négative des lymphocytes T qui réagissent aux cellules porteuses de molécules du soi présentées par le CMH. Ce qui amène à la notion 88, ces mécanismes aléatoires engendrent une diversité telle que tous les antigènes possibles sont en principe reconnaissables. Ce qui nous amène à nous demander maintenant, on a vu ce qui se passait avec les anticorps, ce qui se passait avec les lymphocytes T cytotoxiques. Il doit y avoir un lien entre ces deux mécanismes. Quel est-il? C'est l'objet du paragraphe suivant.